Donc on va commencer dans un ordre aléatoire, mais chacun, le mieux, pour éviter que chacun parle 20 minutes en tout cas, ou ça dépend des points de vue, je pense qu'il est plus intéressant finalement d'aborder par vague de questions. Et la première, un peu, ça va être en gros pour chacun, vous avez le temps quand même, hein, ne vous pressez pas, ça va être de vous présenter, votre innovation, on va dire ça comme ça, que ce soit un service, un produit-service ou une organisation, d'essayer de la présenter pour qu'on puisse comprendre en quoi elle consiste. Et derrière, associé à cette question, ce qui m'intéresse, puisqu'en même temps, ça va vous permettre de vous présenter vous, et derrière, les motivations finalement, le contexte qui a fait qu'un jour vous vous êtes dit, on se lance là-dedans, on réfléchit et on essaye on a une idée, cette idée elle vient d'où, quelles sont vos motivations derrière pour les concrétiser en tout cas. Et après on reviendra, une fois qu'on aura vu ce point-là avec chacun d'entre vous, on reviendra après un peu plus sur l'aspect terrain, c'est-à-dire l'idée auquel est lancée, l'origine de l'idée on l'a saisie. Dans un premier temps, pour mettre en place cette idée, comment ça s'est passé? Est-ce qu'il y a eu des freins? Est-ce qu'il y a eu des soutiens? De qui? Les difficultés que vous êtes libre, toujours pareil, vous êtes libre d'évoquer, de témoigner de la manière dont vous désirez. On refait un tour, un passage chacun, et après il y aura une dernière, je dirais, salle de questions, mais ça va être aujourd'hui, où en êtes-vous? Et est-ce que, on va dire, est-ce qu'il y a une évolution par rapport au début? Alors pas sur le plan technique, parce que forcément votre idée elle est plus aboutie, mais derrière sur ce que vous avez pu rencontrer comme soutien, comme difficulté, est-ce qu'il y a eu des choses qui ont évolué, ou est-ce que vous sentez encore qu'il y a des choses qui sont peut-être pas en adéquation, soit avec le service, ou soit peut-être avec des représentations qu'ont les gens de manière plus générale du service en question, du produit en question, de l'organisation. Donc des choses qui, justement, votre expérience de terrain, votre contact que vous avez pu avoir auprès de professionnels, auprès de vous-même professionnels, et auprès d'usagers, on va dire, ou de populations cibles, hein, donc vous verrez, ça peut être les sujets âgés, mais on peut aller au-delà de cette catégorie des seniors. Est-ce que vous avez perçu encore des choses, peut-être aujourd'hui, qui sont de votre point de vue, peut-être à soulever comme question? Mesdames, Messieurs, bonjour. Donc, je m'appelle Alain Vincent. Je suis le maire d'une commune nouvelle dans les Mauges. Et j'ai travaillé toute ma vie avec des jeunes. Et aujourd'hui, je m'aperçois que je travaille avec, comme dirait le professeur Berry, avec les vieux. C'est parce que j'ai aussi la vieillesse qui m'a rattrapé. Alors, ce qu'on veut vous faire participer, vous dire notre petit exemple des Mauges, ceux qui connaissent. Le territoire des Mauges est un territoire qui se situe dans un triangle entre Nantes, Angers et Cholet, avec comme ville Beaupro, Chemillé, Montrevaux, voilà. Alors, qu'est-ce que l'on a fait? On a fait un Big Bang territorial, je vais vous expliquer. Nous étions 65 communes dans ce territoire des Mauges, avec 6 communautés de communes, enfin, avec 10-11 communes qui appartenaient à 10 communautés de communes de 16 000 à 22 000 habitants. Et au-dessus de notre tête, il y avait ce qu'on appelle le Pays des Mauges, qui était un syndicat mixte. Les élections en 2014 sont arrivées. On a su une baisse de dotation, mais c'est pas vraiment ça ce qui nous a décidé à travailler, c'est surtout que l'on avait déjà l'habitude de travailler ensemble. Et on s'est dit, sur ce territoire de 120 000 habitants, des Mauges, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Et qu'est-ce qu'on a fait? On a créé une communauté d'agglo rurale de 120 000 habitants qui a remplacé le pays. Le pays n'existe pas, le syndicat mixte du pays n'existe plus, c'est devenu une collectivité qui a des compétences, tourisme, économie, mobilité, etc., les grosses compétences. Et nos 6 communautés de communes
historiques sont devenues des communes nouvelles. Donc, avant, j'étais le maire d'une communauté de communes de 16 000 habitants, et aujourd'hui, je suis le maire d'une commune nouvelle, on ne va pas dire nouvelle pendant encore 10 ans, je suis le maire d'une commune de 16 000 habitants avec 11 bassins de vie qui sont 11 communes historiques. Les communes historiques, ça allait de 600 habitants à 3500. La plus grosse commune chez moi de Montrevaux, c'est Saint-Pierre-Mont-Limard qui abrite le siège ERAM, si ça vous dit quelque chose. Voilà. Donc, si j'explique ça, c'est parce que moi, j'ai pas changé, mais si j'étais resté le président de ma communauté de communes d'avant, je ne serais pas là aujourd'hui. Pourquoi? Parce que en créant Mauges Communauté, notre communauté d'agglo, on a les 6 maires, il y en a un qui est président, et les 5 autres sont vice-présidents. Moi, j'ai comme compétence, j'ai la santé, solidarité et sociale. Voilà, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Alors, de par notre importance, entre guillemets, et un peu notre Big Bang territorial, là, on est amené à travailler des dossiers qu'on ne travaillait pas avant. Ces dossiers-là, on s'est dit, dans la santé, quand je suis arrivé au départ, autour de nous, tous les centres sociaux, les petites associations, tout le monde voulait s'occuper des vieux, si je reprends le terme du professeur Bell. Alors tout le monde, mais il n'y avait aucune organisation et aucun budget, sauf des fois que ça arrivait dans tous les sens. Alors on a essayé, par notre commission, avec Bernard, que je vais laisser la parole après, qui va vous expliquer pourquoi on en est arrivé à notre gérontopole, avec le plan local d'habitat que l'on est en train de mettre en place. On en est arrivé à se dire, demain, l'EHPAD de demain, c'est quoi? C'est pas l'EHPAD d'hier, c'est personne. Quand on va dans un EHPAD voir une personne âgée, enfin moi quand j'y vais, ça me fait peur. J'ai envie que de repartir, de dire bonjour, au revoir, et puis, mon Dieu, c'est... Alors personne n'a envie d'aller là. Sans parler des maladies cognitives, que là, il faudra bien des centres, mais si c'est des maladies de vieillissement normal, et aujourd'hui, il ne faut pas avoir peur de dire que de vieillir, c'est une chance, parce que ceux qui ne vieillissent pas, ça veut dire qu'ils sont morts. Donc, vieillir, c'est une chance, mais restons chez soi. Donc, c'est là que je vais passer la parole à Bernard, qui va vous expliquer ce que l'on va faire le 23 novembre à Beaupron, pour notre territoire de Mauges Communauté, notre territoire de 120 000 habitants. On a organisé, ça fait 1 an qu'on est dessus, un forum, imaginer son habitation pour demain, son logement pour demain. Alors, c'est de faire prendre conscience aux personnes, non pas de 80 ans, parce qu'il est trop tard, mais de 55, 60, 65, de dire attention, tu fais des transformations dans ta maison, mais ne change pas que la tapisserie, ni te mettre des panneaux photovoltaïques sur le toit. Essaie de penser, quand tu vas avoir 75 ans, qu'est-ce que tu peux mettre pendant ces travaux. Voilà ce que je voulais vous dire. Bon, après, il y aura sans doute des questions. Je vais passer la parole à Bernard, qui va vous expliquer la suite. Voilà, merci. Donc Bernard Briodot, moi je fais partie bien sûr de cette commission. Je suis actuellement ce qu'on appelle maire délégué d'une commune de 2300 habitants et je fais partie d'une commune nouvelle qu'on appelle encore de Chemillé-en-Anjou. Alors, comme le vient de le dire très justement Alain, fort de ce regroupement, on a d'abord mis en place, comme vient de dire, un contrat local de santé. Et c'est à partir de là que toute notre réflexion, je dirais, est bâtie. Et un contrat local de santé, principalement basé sur la prévention. Et puis, eh bien, parmi les actions à mener, eh bien, il y avait toute cette partie des seniors qu'il fallait qu'on s'occupe. Et, eh bien, voilà, de fil en aiguille,
Et c'est là qu'on voit peut-être l'originalité de notre façon d'être organisé, parce que nous avons aujourd'hui une capacité à faire. Et quand on parle entre nous de l'économie, s'il faut un emploi supplémentaire pour l'économie, vous n'avez pas besoin d'être pendant 2 heures à discuter de ça. Tout le monde lève la main, c'est OK. Mais si vous demandez à l'intérieur de notre collectivité, bien organisé, parce qu'on a mis en place un CLS et qu'on a besoin d'une personne supplémentaire, eh bien je peux vous dire que c'est la première fois que je vois ça, mais l'ensemble des élus de Mauges Communauté ont voté pratiquement d'une seule main un emploi supplémentaire, et pas un emploi de 2000 €, un emploi bien plus élevé pour arriver à s'occuper justement de cet ensemble. Et donc ça nous donne une force considérable. Donc, à la suite de tout ça, eh bien, on continue notre travail, et par rapport à ce que Alain vient de dire, nous mettons en place, le 23 novembre de cette année, un forum pour mieux vivre chez soi, vieillir chez soi, et le plus longtemps possible. Et ce forum va, je dirais, essayer de traiter l'ensemble, je dirais, des problématiques. Alors, bien sûr, c'est plus orienté aujourd'hui sur l'habitat, mais bien sûr, d'autres thèmes vont être traités aussi en même temps. Donc, vous voyez, moi je pense que l'originalité de la façon dont on a travaillé là aussi, c'est être capable d'être ensemble, de poser, je dirais, d'être ensemble pour arriver à faire ces choses-là. Chaque petite commune, les unes après les autres, n'aurait jamais pu faire ça. Et c'est là, peut-être, que tout à l'heure, M. Ben Sadou nous avait dit, c'est peut-être là l'innovation. Et je crois que c'est... et aujourd'hui, bien sûr, il nous reste encore beaucoup de travail à faire. Mais dans ce contrat local de santé que nous avons en place, eh bien, nous prenons les actions les unes après les autres pour arriver à mettre en place ce qu'on est capable de mettre en place pour 120 000 habitants. Et je crois que c'est vraiment ça l'originalité. Je rajouterais une chose. Contrat local de santé, c'est exactement comme un plan local d'urbanisme dans nos communes. Vous n'allez pas essayer de mettre une maison ni un investissement sur une terre qui est classée agricole. Et bien aujourd'hui, notre contrat local de santé, il y a des actions, et on n'imagine pas du tout de se lancer dans une action qui n'est pas inscrite dans le contrat local de santé. Et le 23 novembre, c'est de faire prendre conscience aux personnes qui ont 50, 60 ans, 65, prenez votre destin en main de façon que votre habitation, soit elle est inadaptée pour vieillir, donc pensez-y peut-être à la vendre. Et dans nos campagnes, dans notre monde rural, ce sont des maisons qui sont plus ou moins bien, mais d'une certaine qualité. Et aujourd'hui, si vous la vendez, vous faites venir une famille avec des enfants qui déménagent le matin et qui prennent l'apéritif le soir. Ils n'ont pas à s'occuper de faire construire des quoi que ce soit. Et eux, nous, enfin à 60 ans, on peut peut-être envisager de construire une maison beaucoup plus petite, de plein pied, pour accueillir ses enfants, etc. Ou d'aller dans un appart, enfin vous voyez ce que je veux dire. Mais ça peut arriver que si vous arrivez à faire prendre conscience aux gens de prendre leur destin en main. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, les gens, ils ont un petit accident, autour de 75 ans, et là, c'est les enfants qui disent, mais dis donc, papa ou maman, il va peut-être falloir penser à aller dans une maison de retraite. Et là, c'est la descente aux enfers. Voilà. Enfin, excusez-moi pour ceux qui travaillent dans les maisons de retraite, j'ai une admiration pour ces gens-là, vraiment. À chaque fois que je rentre dans une maison de retraite et que je peux prendre la parole, je félicite toujours les agents parce que je trouve qu'ils sont là 24 heures sur 24 et 365 jours par an. Et s'il y en a ici, je leur dis bravo. Merci. Donc c'est vrai, après je vais passer la parole à Laurence. Donc, vous avez bien résumé, l'innovation finalement c'est l'organisation. C'est vraiment quelque chose là d'immatériel, quelque chose qu'on ne peut pas palper. Des gens qui se réunissent
et qui en viennent à la fin, surtout dans notre contexte, on va dire, d'acteurs, d'élus, dans le contexte politique, d'en arriver d'une même voie, en tout cas à prendre des décisions sur un territoire assez vaste. Donc on est vraiment là dans ce sens, innovation sociale, l'organisation, mais on va, par le temps, on verra que cette innovation elle va avoir des conséquences matérielles. Et là, ce qui est le cœur de votre combat actuel, mais pas que, c'est l'habitat. Et donc c'est la transformation, et finalement le côté innovation matérielle va venir, mais à la base c'était vraiment une innovation immatérielle. Laurence Cerné, je travaille sur un projet que Grégory m'a invité à vous présenter cet après-midi, donc qui s'appelle Yvonne, vous l'avez bien compris, E-VONE. C'est un nouveau service qui sécurise les déplacements des personnes fragiles et qui concrètement est une chaussure dans laquelle on a intégré un dispositif électronique qui automatiquement détecte des événements comme des chutes, que vous soyez en intérieur ou en extérieur, et qui envoie un message automatique au réseau de proximité à vos proches, ou bien qui alerte une plateforme d'assistance. C'est une téléassistance nouvelle génération qui vient du groupe ERAM, voilà. Collectif des Mauves, là en force. J'ai pas fait exprès quand je vous ai invité. Non, mais je vous attendais. Et dans le groupe ERAM, le projet est porté par une des enseignes du groupe ERAM. Le groupe ERAM, c'est 12 marques plus ou moins connues. La plus connue, c'est ERAM, Gémeaux, Bocage, Les Tropéziennes, etc. Moi, je travaille chez Parade Protection. C'est la seule enseigne du groupe qui a comme client exclusivement des professionnels. Et pour cause, on fabrique des chaussures de sécurité. On fabrique des équipements de protection individuelle dans notre site de production à Jarzé, dans le Maine-et-Loire. On est 150 salariés, donc 80 en production. Et donc notre métier, c'est la sécurité, et en particulier la sécurité du travailleur. Les équipements de protection individuelle, c'est évidemment les chaussures de sécurité, les casques, les protections auditives, et puis aussi, vous avez des dispositifs qui sont portés à la ceinture qui détectent des événements ou qui permettent de déclencher l'alarme. Ça fait 40 ans qu'on fait ce métier, et ça fait 40 ans qu'on sait les difficultés des professionnels à porter, enfin les difficultés, pour différentes raisons, ces dispositifs ne sont pas toujours portés. Et donc le souci de l'industriel, c'est de faire en sorte de vendre ces dispositifs-là, et pour qu'ils soient vendus, c'est qu'il faut qu'ils soient acceptés, qu'ils soient confortables et plutôt jolis. Donc on a sorti il y a quelques temps des chaussures de sécurité avec une gamme pour les femmes, parce que c'était pas forcément évident. D'ailleurs, à chaque fois que je vais à l'usine, je mets une paire toujours la même, parce que j'ai un peu réservé, qui ressemble à une paire de Camper, que je pourrais mettre au quotidien. Donc on a ce souci de l'acceptation en fait, de la solution via deux choses, le confort et puis le design, enfin le style. Ouais, pour des chaussures de sécurité, c'est pas ce qui vient spontanément Donc c'était, si je vous dis ça, si j'insiste là-dessus, c'était des prédispositions importantes pour vous parler de la suite. Franck, le directeur général de l'entreprise, a bien conscience de ces contraintes liées au port des EPI, des équipements de protection individuelle. Et dans l'écosystème angevin, on est très stimulé par tous les acteurs de l'électronique et des objets connectés. Et donc on a imaginé grâce à eux une chaussure connectée, parce que en fait une chaussure connectée qui sécurise le travailleur en déclenchant l'alerte si besoin ou s'il y a une chute. Pourquoi on a été convaincu par ce projet-là? Tout simplement parce que la chaussure, c'est quelque chose qu'on n'oublie pas de porter. Le casque, on peut l'oublier après sa pause, voilà. La chaussure, voilà. Donc on a travaillé avec la Cité de l'Objet Connecté et d'autres partenaires sur ce projet-là. Et pour la petite histoire que je ne t'avais pas racontée la semaine dernière, pendant que, donc ça c'était il y a 2 ans, pendant que l'entreprise travaillait à étudier la faisabilité de ce projet, la belle-mère la belle-mère de Franck, qui s'appelle Yvonne, a fait une chute dans son jardin, et elle avait 76 ans, elle n'est pas du tout équipée de téléassistance ou d'aucun dispositif, parce que le besoin s'en est pas fait sentir. Et Franck, donc elle est restée un certain temps
dans son jardin sans assistance. Et pour Yvonne, il y a eu une vie avant la chute et il y a une vie après. Et depuis, Yvonne a dû quitter son logement. Bon, en l'occurrence, elle se trouve dans un quartier très sympa. Voilà, ça se passe bien pour elle, mais il y a eu une grosse prise de conscience de la part de Franck, notre PDG, qui, au moment où il développait ce projet, s'est dit mais pourquoi pas proposer un projet pour les particuliers. D'autant plus qu'au sein de notre usine à Jersey, on fabrique donc des chaussures de sécurité 900 000 paires par an, et on fabrique aussi, pour un client interne qui s'appelle TBS, on fabrique des baskets qui sont très très plébiscitées par les femmes mûres. Et pourquoi? Parce qu'elles sont très confortables et avec un prix accessible. Donc c'est comme ça qu'est née Yvonne, c'est de par une compétence industrielle et technologique qui nous a été poussée, et puis évidemment l'histoire personnelle de Franck qui a généré la naissance d'Yvonne. Donc la chaussure, je résume, il suffit de la porter pour que le système soit actif. On va faire des chaussons aussi, et ce sera donc un service, et donc en portant la chaussure, le service est actif, et pas besoin d'enclencher quoi que ce soit, il détecte automatiquement un incident et envoie directement un message aux proches, donc pas besoin, on ne demande pas à la personne de porter un autre dispositif tel qu'un smartphone ou un bracelet, rien, il suffit de porter ses chaussures pour être sécurisé. Merci pour la petite histoire, parce que c'est ce que je voulais aussi, que je n'ai pas eu la dernière fois. Et ça c'est rigolo parce que on a contacté l'entreprise ERAM pour nos agents qui travaillent dans nos communes, qui travaillent seuls. Tout à fait, oui, voilà. Ouais. Donc, oui, la chaussure de sécurité, c'est pour les travailleurs isolés. Ouais. Sincèrement, j'avais pas. J'apprends aujourd'hui que les deux sont vraiment. Du moins, la dernière fois, j'ai pas fait le rapprochement. Alors, ce qui est intéressant, c'est pour ça que je demandais après la petite histoire et un peu l'histoire de chacun. Comme quoi, par exemple, au début, vous travaillez avec les enfants et le temps venant, vous avez fini avec l'adulte vieillissant. C'est que finalement, quand on est dans l'innovation, et là, on est dans le cadre dans les seniors, il y a quand même. Alors, on peut appeler ça des fois une prise de conscience, mais il y a quand même une motivation. Innover, c'est avoir une motivation, et souvent, c'est on rencontre une situation qui est assez insatisfaisante. Là, ces situations insatisfaisantes sont dans le domaine social ou dans le domaine de la santé, et derrière, il y a une prise de conscience et une envie, alors on va le voir après comment ça s'est concrétisé, mais une envie d'amélioration. Et je pense que c'est ce genre d'information que je voulais, et que là, on va en plus avoir encore un autre exemple, mettre en avant par cette première série. C'est déjà aussi, c'est vrai qu'on fonctionne tous avec des petits exemples, chacun personnel, mais des fois c'est la base de ces petits exemples, ou la somme de ces petits exemples qu'on en vient à penser à des idées et à avoir, je dirais pas une conscience sociale, mais à penser une idée dans un intérêt social. Bonjour à tous, Christophe Beauvais, donc fondateur de Jeanne et Léon. Donc Jeanne et Léon, c'est quoi? C'est un centre d'hébergement temporaire dans lequel nous proposons des cures de prévention de la fragilité à destination des personnes âgées, pour éviter bien évidemment qu'elles tombent dans la dépendance. Donc de manière synthétique, le docteur Baudin vous explicitera ça plus en avant, de manière synthétique, donc c'est une vocation humaine, puisque je rappelle que 90% des Français veulent vieillir à domicile, et en même temps économique, puisque le coût de la dépendance aujourd'hui est d'environ 30 milliards d'euros, et qu'on prévoit, je crois, un doublement d'ici une vingtaine ou une trentaine d'années. Alors comment est venue cette idée? Moi je viens du monde de la thalassothérapie, j'ai dirigé pendant une dizaine d'années un centre de thalasso en Vendée, j'ai présidé aussi une association de Thalasso Atlantique qui regroupait les centres de thalassothérapie des Pays de la Loire, et au niveau national, donc au niveau de la Fédération Mère et Santé, qui était l'organe déontologique de la profession, je m'occupais particulièrement des études sur les vertus thérapeutiques de l'eau de mer.
Alors je suis un peu long, mais je vais vous expliquer un peu le cheminement, je m'en excuse. C'est que à l'époque, on avait mené des études sur les vertus thérapeutiques de l'eau de mer, et notamment nous avions constaté qu'une cure de thalassothérapie de 6 jours permettait, sur une durée environ de 6 mois, d'avoir des bénéfices, notamment au niveau de la prise de psychotropes divers et variés, donc somnifères, antidépresseurs, enfin la France est championne du monde dans la matière, et également au niveau des séances de kinésithérapie. Alors on n'est pas des magiciens, encore une fois on avait un effet ressenti sur une durée environ de 6 mois, mais ce qui m'avait interpellé à l'époque, c'est que je m'étais rendu compte que notamment dans la population des personnes âgées que nous avions parmi les curistes, ils étaient également sensibles à l'environnement psychologique, au côté, on va dire, cocooning de la thalassothérapie. Et puis, donc ça c'est sur le côté professionnel. Sur le côté plus, on va dire, citoyen, je vous avoue que j'étais un peu perplexe, voire même un peu plus sur le coup des maisons de retraite. Et comme je connaissais un peu le domaine médical, puisque j'avais des médecins salariés, des kinés et hôteliers, puisque nous avons toujours des structures hôtelières, je trouvais que certaines maisons de retraite, disons, proposaient, enfin, encore une fois, c'est peut-être de l'arrogance à l'époque de ma jeunesse, proposaient des prix quand même un peu prohibitifs étant donné le coût des retraites. Donc, à un moment donné, la quarantaine arrivant, l'envie de changer d'air, de ne plus avoir des actionnaires auxquels rendre des comptes, j'ai eu l'opportunité de proposer à un maire d'une petite commune de Vendée, donc Boîte-Senez en l'occurrence, donc ce maire qui cherchait depuis quelques années un opérateur pour monter un établissement médico-social pour personnes âgées, et bien de lui proposer de monter donc une petite unité de vie, donc un établissement on va dire intermédiaire entre l'EHPAD et le domicile, donc chose que nous avons proposée au conseil départemental qui donc a eu la gentillesse de nous faire confiance, et voilà, on a monté cet établissement. Moi, ce qui me plaisait, c'est qu'effectivement, enfin, non, plutôt pour vous donner un peu l'esprit que nous avions à l'époque, c'était de dire il faut que ça ressemble à tout, sauf à une maison de retraite. C'est un petit peu la ligne directrice que nous étions donnée. En plus, j'avais la chance de travailler avec un architecte qui était l'architecte du Puy du Fou. Alors, je vous rassure tout de suite, on n'a pas fait un ersatz du Puy du Fou. Mais en tout cas, donc c'est resté très sobre. Hein. Mais en tout cas, ce qui est avec un prix donc le plus bas possible. En l'occurrence, nous avons ouvert avec un prix de journée de 45 €, qui me semble donc plutôt modeste. Et ce qui m'a fait plaisir, c'est que quand on a ouvert, ces plusieurs résidents nous ont dit eh bien, si j'étais pas venu chez vous, vous vous rendez compte, on m'aurait mis en maison de retraite. Donc là, on s'est dit, le pari est gagné. Mais ils étaient obligés de quitter leur domicile, et ça c'était quelque chose qui m'avait profondément gêné, parce que même pour certains d'entre eux, ils étaient obligés de vendre, et ça on le connaît tous, de vendre leur domicile. Et donc la question que nous nous sommes posée à l'époque, c'est est-ce qu'on peut aller un peu plus en amont de cette réflexion? Et c'est là que nous avons découvert un syndrome que le professeur Béru connaît parfaitement, qui est le syndrome de la fragilité. Donc c'est un syndrome qui est bien étudié depuis une vingtaine d'années en gériatrie, et qui repose sur un triptyque en gros on va dire du parler, bouger, manger, mais le Dr Baudin vous expliquerait ça mieux que moi. On s'est posé la question de savoir s'il y avait effectivement un habitat dédié à ce type, un peu à l'instar de ce que je faisais en thalassothérapie, dédié véritablement à cette lutte contre la fragilité. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il n'y avait absolument nulle part, ni en France ni ailleurs d'ailleurs, d'établissement dédié à cette prise en charge de la fragilité. Donc c'est en cela on a proposé au Gérontopôle de travailler avec nous, et là le professeur Béru a accepté de nous voir, de recevoir et de nous accompagner pendant 1 an et demi pour monter un programme innovant qui est basé sur cette prise en charge de la fragilité. Donc voilà. Je vais laisser la parole au Dr Baudin. Bonjour à tous, donc effectivement je suis le Dr Baudin, je suis médecin gériatre en réadaptation depuis une dizaine d'années maintenant, et j'ai eu donc l'opportunité de croiser Monsieur Beauvais au décours des tables rondes mises en place justement pour les réflexions par rapport à cet hébergement temporaire et à ce programme. Et il se trouve que ce projet collait complètement à mes objectifs de médecin gériatre, à savoir maintenir les personnes âgées que je voyais moi en situation hospitalière, c'est-à-dire la fragilité, la chute, la fracture, toutes les complications du vieillissement et, à mon plus grand désarroi, parfois une entrée en EHPAD, même si on se bat toujours pour que les gens puissent rentrer selon leur souhait à la maison. Mais dans le secteur sanitaire, on n'a pas forcément tous les moyens pour mettre en place justement cette prise en charge très globale des personnes âgées.
Et donc j'ai rencontré le projet comme ça, et on a fait finalement un binôme, un trinôme assez gagnant et assez intéressant finalement. On s'est retrouvé sur des valeurs, je dirais, profondément humaines et générales de santé publique justement, sur cette idée que les personnes âgées qui tombent à la maison, qui se fracturent et qui ne peuvent pas rester chez elles, c'est quand même un fléau et ça va le devenir globalement de plus en plus. Une fois qu'on a discuté de tout ça, effectivement, le projet était déjà quand même assez bien avancé et on a pu réfléchir, je dirais plus avant, avec effectivement le gérontopôle, mais avec aussi mon histoire gériatrique derrière moi et ma connaissance finalement des personnes âgées et des personnes âgées vieillissantes et fragiles. Pour vous décrire un peu le centre de fragilité, c'est la personne qui vieillit un petit peu, qui est de plus en plus fatiguée, qui marche un peu moins vite, qui s'isole, qui mange un petit peu moins bien. Quand on parle de ces personnes, tout le monde, tout le monde voit, peut tout à fait imaginer, et on sent tous bien que ça va moins bien, mais finalement, la société n'est pas là pour prendre en charge ces personnes, puisqu'elles sont encore à la maison, elles sont encore autonomes, et globalement, elles n'intéressent pas non plus franchement l'hôpital. Donc c'est vraiment sur ce créneau-là, en fait, qu'on souhaite, nous, avec notre projet, se placer. Et on s'est dit que justement prendre en charge en amont, c'est-à-dire avant la chute, avant la fracture, avant toute cette problématique qui conduit en maison de retraite, comme Yvonne, enfin elle n'est pas allée en maison de retraite, mais voilà, c'est un petit peu ce tableau-là. On s'est dit que ce qu'on souhaitait, c'est pouvoir donner à ces personnes la possibilité justement de maintenir un état clinique satisfaisant, en tout cas une autonomie suffisante pour pouvoir rester le plus longtemps possible à domicile, sans régler tous les problèmes évidemment qui préexistait à tout ça. Et donc on a monté donc ce projet, qui est un projet d'une cure sur à peu près 3 semaines. Alors voilà, on redira tout à l'heure qu'on est passé par plusieurs projets et les choses se concrétisent un petit peu. L'idée c'est effectivement de les prendre en charge sur le parler, bouger, manger, puisque c'est cette prise en charge globale qui est absolument nécessaire pour améliorer globalement leur état maintenant et dans le temps. Donc voilà, effectivement ce projet n'existe nulle part en France et nulle part dans le monde, même si finalement c'est globalement assez simple à mettre en place dans ses possibilités. Donc notre projet effectivement est localisé à Bois-de-Séné sur cette structure qui a été agrandie en nombre de lits. Elle est basée sur une équipe pluriprofessionnelle avec effectivement tout un ensemble de compétences pour couvrir tous ces champs de compétences nécessaires pour l'accompagnement des personnes. Et finalement, la finalité, évidemment, vous vous en doutez, c'est que les personnes puissent rester chez elles le plus longtemps possible, rentrer à domicile. Et au-delà de l'accompagnement pendant la cure, c'est aussi un accompagnement au long cours, puisque bien entendu, c'est pas juste à un petit moment donné qu'on peut régler tous ces problèmes-là, mais c'est sur un ensemble de compétences au long cours. Donc voilà, et évidemment, vous vous doutez bien que le fond de toute cette histoire, bien sûr, c'est la motivation des personnes pour venir dans la structure. Et donc c'est aussi évidemment un frein, on l'abordera tout à l'heure. Il faut que ces personnes aient envie de venir jusqu'à nous, de fait soient conscientes de ce risque, de cette fragilité. Voilà. Alors qu'évidemment, tant que tout va bien, elles n'en sont pas vraiment conscientes. Et puis moins elles y pensent, mieux elles se portent globalement. Donc voilà, c'est un petit peu, mais on en reparlera tout à l'heure au moment des freins. Merci beaucoup. Donc là, un petit mot avant de passer à la suite. Ce qui est intéressant de voir au-delà avec ces 3 exemples, et aussi ce dernier exemple, parce que là on l'a vraiment en direct, c'est que dans ce cadre-là de l'innovation, l'intérêt c'est finalement aussi dans l'équipe, comment les innovateurs et innovatrices se mettent en place. On a vraiment une hétérogénéité des compétences qui se met en place. On est là dans un domaine, on est dans une finalité sociale, donc on a à la fois besoin de compétences techniques, on va dire vraiment technique sur le domaine d'application du service et du produit, mais on a aussi besoin de compétences supplémentaires dans le champ sanitaire et social, dans le champ de la connaissance des personnes âgées, à la fois au niveau physique qu'au niveau dans des approches psychologiques. Et donc finalement, on se retrouve avec des groupes d'innovateurs aux compétences vraiment qui sont à partager justement pour arriver à répondre aux besoins qu'il y a identifiés. Et le petit mot aussi, je pense, qui revient souvent, c'est que déjà dans ces 3 exemples, vous pouvez voir que quand on innove, en tout cas, on est dans du projet. On est dans une stratégie de résolution de problèmes. On est face à une situation, on la considère, on reverra ça plus tard, mais on la considère assez insatisfaisante. On veut amener une solution et donc on commence à construire un projet. Et dans le cadre
on va dire, de l'innovation pour les seniors, on est dans la construction d'un projet et d'un projet collaboratif. Alors dans un premier temps, là on voit beaucoup la collaboration déjà interne aux acteurs. Et donc c'est multi-compétences, multi-domaines. En fait, c'est nous avons notre cible et qu'est-ce qu'il y a à savoir par rapport aussi à ce qu'on veut mettre en place pour répondre à cette cible. On n'est pas que sur un seul domaine. C'est pas on est dans un domaine. On est sur une personne. Et une personne, elle ne se définit pas que par son âge ou son niveau intellectuel ou son niveau physique ou ses passions ou son travail.